18h46 sur Sud Radio, bienvenue, c'est Les Vraies Voix, la conférence de presse de Jean Castex que vous avez suivie en direct sur Sud Radio, Philippe David, Philippe Bilger qui m'accompagnent, nos Vraies Voix ce soir. Et donc le Premier ministre qui a annoncé l'instauration d'un couvre-feu à partir du 15 décembre, écoutez. Nous rétablirons un couvre-feu dès le 15 décembre, mais il sera durci par rapport à ce que nous avions annoncé. D'une part, il débutera dès 20h et non à 21h. D'autre part, il sera strictement contrôlé avec des possibilités de dérogation limitées. Ce couvre-feu concernera aussi, contrairement à ce que nous avions envisagé initialement, le réveillon du 31 décembre. Voilà donc l'annonce de Jean Castex, instauration d'un couvre-feu y compris pendant les fêtes de 20h à 6h du matin avec des dérogations limitées, vous l'avez entendu. Et puis également le monde de la culture, sous le choc, les théâtres, les cinémas qui ne rouvriront pas comme prévu le 15 décembre. Ils resteront fermés jusqu'au 7 janvier. Christian Estrosi est avec nous, le maire de Nice. Bonsoir monsieur Estrosi. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur le maire. Une première réaction donc à ces deux annonces et cette l'instauration de ce couvre-feu à partir de 20h est-il justifié selon vous, Christian Estrosi? Oh, c'est toujours plus facile de commenter des décisions que de les prendre. Oui. Et vous savez que j'ai la même exigence depuis le début de la crise. Tout ce qui favorise la propagation du virus doit être limité. Et malheureusement, là où nous retrouvions une forme d'espoir avec une baisse de la circulation du virus il y a 3 semaines de cela qui avait amené le gouvernement à fixer un cap, un calendrier, et en nous donnant des rendez-vous de revoyure aujourd'hui, au 15 décembre et à début janvier, nous voyons que depuis quelques jours, la situation s'est dégradée. Donc, forcément, chacun peut, et moi-même, je pourrais avoir des divergences d'appréciation sur ce qu'il faut confiner, un peu plus, un peu moins. Je regarde les pays voisins. Tout peut être toujours discuté, mais personne n'a de solution concrète ni réelle. Nous voyons bien que tant qu'il n'y aura pas une immunité collective et durable, nous resterons dans une situation très fragile. Et donc, ça n'est pas le temps pour les responsables publics et politiques de polémiquer face à telle ou telle mesure. Moi, à la tête de ma collectivité, je dis que notre devoir est d'accompagner au mieux, même de renforcer certaines dispositions pour celles qui relèvent de l'autorité des maires, ce que je ne manquais pas de faire dans certains domaines. Donc voilà, 11 000 malades par jour, c'est beaucoup trop. Il ne faut pas baisser la garde. Le gouvernement a fixé un cap et un cadre pour protéger notre santé collective pendant cette période de fête. C'est dur. C'est dur, mais nécessaire pour permettre un retour à la normale le plus vite possible. Philippe Bilger. Monsieur le maire, je crois savoir que votre belle ville a été louée dans un certain nombre de classements pour sa gestion. Puis-je également vous demander, c'est une angoisse que j'ai lorsque j'entends certaines décisions, notamment concernant le secteur culturel et surtout nos amis restaurateurs. Est-ce que vous ne craignez pas en 2021 une sorte de révolte sociale à cause de la détresse infinie de gens qui vont perdre beaucoup? Et bien sûr que je redoute cette révolte. C'est bien pour cela, et pour moi la vie culturelle est quelque chose d'essentiel, qu'il est impératif de les soutenir quoi qu'il en coûte. C'est une impérieuse nécessité. Il faut que l'État aide le monde de la culture comme il le fait pour les salariés en chômage partiel dans les autres secteurs. Le soutien à la culture est un combat que je mène depuis des années. Aujourd'hui, aux côtés des mesures de l'État, je prends en charge les loyers de toutes les associations qui touchent à l'art vivant. J'achète des places par anticipation sur des productions qui sont en cours. Nous essayons, pendant ces fêtes de Noël, d'acheter des prestations qui seront diffusées sur le numérique, par le Théâtre National de Nice, par l'Opéra de Nice, par l'Orchestre Philharmonique et même par l'ensemble des petites troupes d'art vivant, de théâtre ou de défense d'art local.
voilà, la culture est quelque chose de majeur. Si nous avons la moindre disparition d'une troupe de théâtre, d'une association qui organise l'art lyrique, la danse, quelque part, eh bien, nous savons que nous ne retrouverons plus cette activité qui contribue aussi à la transmission de la connaissance, à l'éducation. Nous veillons à les faire intervenir dans les écoles, dans le cadre des rythmes extrascolaires pour pouvoir avoir la justification de pouvoir les accompagner financièrement. Donc nous faisons feu de tout bois au plan de la collectivité locale pour soutenir la culture pendant cette période difficile et qu'elle soit en mesure de mieux redémarrer dès que les conditions seront offertes. Voilà, et ce décalage donc de 3 semaines, les musées, les théâtres et les cinémas qui restent fermés jusqu'au 7 janvier pour le moment. Philippe David. Monsieur le maire, je me pose quand même une question. Vous parliez à juste titre de la culture, mais c'est pas un peu paradoxal de dire aux gens, on garde les théâtres fermés, vous n'avez pas le droit de réveillonner à plus de tant de personnes, et en même temps laisser une manifestation place de la Bastille avec 46 000 personnes sur une place qui n'est pas si gigantesque que ça, où il y en a aussi dans votre ville à Nice tous les samedis. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et sur ce sujet, nous devons être intransigeants. Donc voilà, rien ne peut justifier aujourd'hui que l'on dise, écoutez, se retrouver à 6, c'est dangereux, ouvrir un restaurant avec des règles sanitaires extrêmement strictes et un protocole qui soit respecté, on ne l'autorise pas. Ce que j'admets, ce que je comprends, ce que j'aide à faire respecter, et que d'un autre côté, on permette sous n'importe quel prétexte, aussi noble soit-il, en cette période, de se retrouver dans une manifestation quelle qu'elle soit, et a fortiori lorsque l'on sait que derrière la manifestation, il y a l'intention de casser, et il y a l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique de nos policiers. Aujourd'hui, il y a de bonnes raisons pour prendre des mesures d'exception pendant cette crise sanitaire et interdire des manifestations sous cette forme-là en tout cas. Et Christian Estrosi, Jérôme Salomon est au cœur d'une polémique ces dernières heures, accusé d'avoir fait pression pour modifier un rapport d'experts. Alors, selon des sénateurs qui ont eu accès aux conclusions de la commission d'enquête du Sénat, Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, aurait cherché à intervenir sur un rapport établissant le nombre de masques nécessaires en cas de pandémie. Est-ce qu'aujourd'hui, le directeur général de la Santé, M. Estrosi, doit démissionner ? Non. Non, je dis que ça n'est pas à partir de supposées informations. Nous savons très bien que dans le domaine sanitaire, nous avons connu au cours des décennies écoulées des choses qui ont eu un impact quelques années plus tard, puisque arrivera le moment où naturellement des comptes seront réclamés, des commissions d'enquête seront constituées, on regardera qui a fait quoi, et vous savez pertinemment que le gouvernement qui nous annonce aujourd'hui de bonnes choses sur enfin la possibilité pour chacun de se faire tester avec des réponses rapides, de disposer de tous les moyens de protection nécessaires. Ce même gouvernement qui, le 15 mars dernier, disait au fond, non, les masques ne sont pas nécessaires, ce ne sont pas eux qui constitueront le principal geste barrière, qui nous traînaient, nous les maires, devant les juridictions administratives ou le Conseil d'État lorsque nous décidions de prendre des mesures de couvre-feu. Eh bien, ce même gouvernement aujourd'hui prend les mesures que les collectivités prenaient le 15 mars dernier, enfin en tout cas des collectivités comme la mienne, puisque j'ai été le premier à prendre des arrêtés couvre-feu, à me procurer de partout, sur tous les continents, des moyens pour protéger même l'hôpital public, la médecine d'urgence, la médecine générale, les professions paramédicales, les cabinets dentaires. À une époque, on disait c'est pas une exigence et c'est pas nécessaire. Aujourd'hui, tout le monde dit c'est formidable. Bon, mais tant mieux, tant mieux. Et n'allons pas faire des procès de mauvaises intentions sur ce sujet. Et, nous devons, dans ces moments-là, être unis. Nous devons gagner la bataille. Est-ce que c'est le temps de faire
un procès ou d'intention ou un procès réel à l'égard de tel ou tel responsable d'État, alors que la tâche est si difficile. Viendra le moment où nous serons sortis de cette crise sanitaire, et les Français veulent surtout que nous soyons unis et coordonnés et mutualisés dans nos actions pour permettre à notre pays de s'en sortir le plus vite possible. Et puis, naturellement, il y aura le temps où chacun devra rendre des comptes. Christian Estrosi, j'aimerais terminer avec vous sur ce sondage IFOP pour la Tribune. Voilà, quelques heures du 5e anniversaire des accords de Paris. Eh bien, l'IFOP, que l'on connaît bien ici, a mesuré l'opinion des Français sur la notoriété et l'efficacité des décisions prises par les maires. Alors, il faut le souligner, vous arrivez en deuxième position, Christian Estrosi, le maire d'une grande ville ayant le mieux agi face au réchauffement climatique, voilà, en qui vous faites le plus confiance. Vous arrivez en deuxième position derrière Anne Hidalgo, et puis le maire d'une grande ville inspirant le plus confiance pour agir en matière de sécurité publique, pour relancer l'économie de sa métropole, ayant le mieux agi face à la crise sanitaire. Eh bien, Christian Estrosi, vous arrivez en première position. Est-ce que vous êtes satisfait de ce sondage? J'imagine que oui. Est-ce que vous vous attendiez à ce résultat, Christian Estrosi? Bon, d'abord, bien sûr, c'est le regard des Français de manière instantanée, comme sur tous les sondages, donc je le prends avec modestie. Mais je vois que les mesures que j'ai prises et qui ont été quelquefois critiquées en matière de sécurité publique, où nous avons la première police municipale de France, qui est armée, qui a permis de neutraliser ce barbare qui a égorgé 3 personnes dans une basilique encore il y a quelques jours de cela, où nous avons mis des caméras de vidéosurveillance de partout, qui me bat pour la reconnaissance faciale. Eh bien, les Français semblent reconnaître dans l'action des maires que c'est ces choix-là qui sont ceux qui, en matière de sécurité, sont ceux qu'ils attendent, qu'en matière de relance économique, où nous avons lancé un plan de 2,8 milliards d'euros pour saisir les opportunités du plan de 100 milliards d'euros présenté par le gouvernement, pour pouvoir relancer à la fois de grands chantiers, accompagner la culture dans le volet cohésion sociale, prendre des mesures extrêmement fortes en matière de numérique, de ville intelligente, de développement de la 5G, de verdissement de nos espaces publics, d'isolation de nos logements, me place parmi les maires, ou en tout cas, en tant que maire aujourd'hui, qui prend le plus d'initiatives pour aller dans une direction qu'ils souhaitent et qu'ils attendaient bien. Pour la Tribune. Merci, monsieur. Merci Christian Estrosi. Malheureusement, on n'a plus le temps. Merci à vous, Christian Estrosi, maire de Nice, d'avoir donc réagi aux annonces du Premier ministre Jean Castex. Et ce couvre-feu, on va poursuivre dans les vraies voix avec Jean-Marie Bordry qui arrive dans quelques instants. Et on va débriefer sur les annonces du Premier ministre Jean Castex tout de suite.